Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde que nous allons consacrer aux droits voisins. Alors c'est un sujet qu'on a déjà évoqué d'ailleurs avec Pierre Louette lors de la table ronde précédente. Je me présente, je m'appelle Didier Falcan, je suis l'éditeur des Clés de la presse, un support d'information positionné sur les modèles économiques de la presse et des médias. Donc cette thématique des droits voisins et des relations des éditeurs de presse, mais aussi des agences de presse, des médias audiovisuels avec les plateformes constitue un enjeu majeur, et pour la presse en particulier. Ce n'est pas un hasard si le législateur européen s'est emparé du sujet il y a déjà très longtemps et a fini par adopter en mars 2019, après des années de discussions et de bras de fer, une directive européenne réformant donc le droit d'auteur. Ce texte permet entre autres aux médias de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production par des agrégateurs d'information et prévoit d'inciter les plateformes à mieux rétribuer les créateurs de contenu. 4 mois plus tard, donc, le Parlement français transposait dans le droit français justement cette directive, et c'est une loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Tous les mots sont importants. La fin d'un long combat? Pas du tout, puisque les organisations syndicales de la presse, qui sont bien représentées à cette table ronde, ont dû batailler ferme pour mettre Google à la table des négociations. Et donc cette table ronde a pour but de faire le point, plus de 2 ans après l'adoption de cette loi, sur l'état du dossier, où on en est, les choses ont été faites, et puis où on va pour 2022. Alors nos 4 intervenants, je prends pour vous dans l'ordre de gauche à droite, Julie Lorimi, qui est directrice générale du SEPM, le syndicat des éditeurs de presse magazine, qui remplace au pied levé donc Alain Auger, qui devait être présent, et je le remercie. À sa gauche, Laurent Bérard-Quélin, qui est le directeur général de la Société Générale de Presse et président de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée. À sa gauche, Pierre Louette, qui, pour ceux qui étaient là à la table ronde précédente, était déjà là, président du groupe Les Échos Le Parisien et puis le président de l'APIG, l'Alliance de la presse d'information générale, et Jean-Pierre de Keraoul, président du groupe Sogé Média, un éditeur de PHR, et président de l'ENPA, qui est l'Association européenne des éditeurs de journaux, l'un des principaux organismes représentatifs des éditeurs de journaux en Europe. Il devait y avoir Jean-Marie Cavada également, mais il m'a appelé il y a 1 heure en disant qu'il était au fond de son lit et qu'il ne pouvait pas se déplacer. Veuillez l'excuser. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Pierre Louette, qui a redécouvert finalement en arrivant à la tête du groupe Les Échos Le Parisien un sujet qu'il avait déjà suivi dans le passé, dans une vie antérieure. Pierre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pardon pour ceux qui étaient là avant de continuer à imposer ma présence, c'est parce que je suis voisin, donc en fait j'ai été invité à plusieurs tables rondes, c'était pratique, et puis finalement je suis là, il y en a qui n'ont pas pu venir, mais voilà. Les droits voisins, par où commencer? Surtout, moi je ne voudrais pas être trop long, et puis mes collègues on vit à peu près les mêmes choses quand même depuis 2 ans, donc on pourra y revenir. Peut-être un mot simplement sur à nouveau sur les GAFA, une tentative d'analyse vaguement sociologique et historique. C'est important pour moi de commencer par là. Bon, on l'a rappelé tout à l'heure, on peut le rappeler à nouveau, des sociétés qui naissent sur des prémices plutôt libertariennes, plutôt, comme dirait Edgar Morin, générales, génériques et généreuses. On va faire des grandes choses, on va faire des belles choses. En Amérique, ils disent volontiers « We're going to make the world a better place », on va transformer le monde, ça sera vraiment mieux. Bon. Et aujourd'hui, quel désenchantement, quoi. On a plutôt des articles un peu partout et des informations. On a d'abord des groupes qui changent de nom. Quand on change de nom, bon, il y a plein de raisons, mais parfois c'est aussi pour un peu faire passer du négatif qui est associé à son ancien nom. Et puis aussi parce qu'on a changé de dimension sans pour autant se doter complètement, à mes yeux, et ça va venir, j'espère pour eux, mais sans se doter complètement de responsabilité à l'échelle de la taille qu'on a acquise. C'est ça, pour moi, le problème. Des groupes qui ont grandi très vite, qui sont devenus géants, dans lesquels souvent la logique est passée le barycentre était plutôt techno au début, puis c'est devenu publicitaire après, et on est passé d'une machine à concevoir des nouveaux produits géniaux d'un point de vue technologique, et c'est vrai qu'ils sont très bons, hein, ça il faut toujours le rappeler, sinon ils ne seraient pas là, ils n'auraient pas prospéré, à des logiques très publicitaires avec plein de dangers, on y reviendra certainement. Sur le terrain du droit, c'est vrai que moi, dans les temps déjà très anciens, j'étais PDG de l'AFP et j'avais mené ce premier combat, je pense, en tout cas en France,
pour faire rémunérer des contenus de l'AFP à l'époque. Et j'avais face à moi des gens, Google n'était pas du tout Alphabet, n'était pas encore aussi gros, mais qui avaient à peu près le même langage, qui était non, nous envoyons du trafic, ce trafic est une grande rémunération. L'AFP avait un problème particulier, c'est qu'elle n'avait pas de site de destination, donc il n'y a pas de monétisation par la publicité, son statut ne l'y autorise pas, mais on n'a rien à rémunérer, et au demeurant, vos contenus représentent en gros peanuts, en bon français, dans ce qui est consulté par les internautes. Si je veux dire très vite et en caricaturant un peu forcément, mais on retrouve à peu près le même genre d'argument quelques années plus tard. Une fois une directive adoptée, après des batailles auxquelles on a tous d'ailleurs participé, on allait à Bruxelles pousser l'adoption de cette directive. Google, Facebook, d'autres encore n'avaient pas tellement envie qu'elle soit adoptée. Donc il a fallu se battre, elle a été adoptée. La France a été, comme je m'amuse à le dire souvent, la fille aînée de la transposition, c'est-à-dire que ça a été transposé à toute vitesse, parce qu'il y avait déjà un ou deux d'ailleurs support proposition de loi qui existait, qui ont pu être utilisés pour la transposition. Voilà, la loi est entrée en vigueur. Et puis on s'est retrouvé donc là avec mon camarade Jean-Pierre, puis aussi avec Laurent, avec Julie, Alain Auger, enfin l'ensemble des syndicats de presse, d'éditeurs de presse, face à des acteurs qui en gros nous ont dit du côté de Google, si vous voulez continuer à être bien, référencé, apparaître dans les résultats, renoncez par avance aux droits qui vous ont été créés par la directive. Encore une fois, ils n'accepteraient pas forcément mon propos, mais pour l'intérêt de la discussion, je pense qu'il faut comme ça le globaliser. Et puis un Facebook qui nous a dit, au fond, moi, ça ne me regarde même pas vraiment, d'ailleurs, cette directive. Je ne suis pas tout à fait dans le champ, avant de concéder que peut-être dans l'échange de contenu entre Facebookers, il y avait quelque chose qui les concernait. Donc depuis lors, on a avancé. Du côté de l'Alliance pour la presse d'information générale, on a signé un accord cadre avec Google qui a été largement rebattu par la décision de l'autorité de la concurrence en juin dernier. Et puis, on a signé maintenant, il y a un mois et demi, je ne sais plus, avec Facebook, un accord cadre. Alors, comment a-t-on pu avancer? Et puis j'arrêterai là, mais et sur quelle prémisse? Il a fallu d'abord faire reconnaître effectivement l'existence de ce droit, faire reconnaître ensuite qu'il y avait et faire tout un travail sur la détermination d'une assiette. C'est assez intéressant comme cas d'école. En fait, dans les écoles de commerce, on en ferait un case study. De quoi parle-t-on? D'abord, il faut déterminer quels sont les revenus créés pour la plateforme ou pour le moteur de recherche, pour Facebook ou pour Google. Quels sont les revenus créés par nos contenus? Revenus associés à nos contenus. Donc gros travail, énorme divergence de vue sur la taille de cette assiette, qu'est-ce qu'on met dedans, et avec toujours quand même un débat au fond dans lequel on a des prémices très différents. Nous on considère que ce qu'on fait est très important quand même, et que nos rédactions font un travail extrêmement important pour l'économie, pour la démocratie. Et en face de nous, on a des gens qui sont plus dans une approche très, apparemment, comme ça, comptable et distanciée, disant oui, mais en fait, ça n'intéresse pas grand monde et ça ne crée pas beaucoup de revenus. Il y a même d'ailleurs, et ça c'est vrai, des annonceurs qui ne souhaitent pas être à côté de contenus d'information qui parlent de guerre ou de mort parce que c'est pas bien pour un annonceur d'être là. Ça, c'est pas entièrement faux d'ailleurs. C'est pas non plus totalement génial, je trouve, de la part des annonceurs de faire ça. Donc la détermination de l'assiette, la détermination d'un taux, quel sera le taux, la détermination d'un mécanisme de collecte, on reviendra à tout ce qui est gestion collective volontiers, et puis aussi, et là dans le cas de l'Alliance pour la presse d'information générale, avec des titres tellement divers, on a beaucoup travaillé aussi sur l'universalité, c'est-à-dire au début il y a eu un resserrement sur la notion d'IPG qui tant mieux a été réélargi à toute forme de presse contribuant quand même d'une façon ou d'une autre à l'information du public, on va dire. Et nous, on a toujours travaillé sur un point qui est cher au cœur de Jean-Pierre de Caraoul, qui est avec moi ici, qui est que les plus petits titres de la presse hebdomadaire régionale, lesquels parfois n'ont pas forcément un directeur juridique, puissent avoir quand même des revenus liés aux droits voisins. Donc ça passe par le collectif qui défend les plus petits, et économiquement et en dimension. Et ça, on a essayé de le faire. Je pense que les syndicats que représentent Laurent et Julie le font aussi, évidemment. Bon, et tout ça a été également un peu surprenant pour nos interlocuteurs, qui ont admis peu à peu cette logique, mais ce n'était pas forcément la première logique pour eux que de penser qu'il allait falloir régler tout ça à la fois. Voilà, donc aujourd'hui, on a signé un accord cadre avec Facebook qui nous convient à peu près parce qu'il correspond. Il y a un montant, il y a une universalité, il y a un montant minimum et il y a la création pérenne garantie d'une nouvelle catégorie de revenus. Donc ça répond aux 4-5 points. Justement, sur quelle base il est construit? Vous parliez d'assiette, vous parliez de taux, etc. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Je vais laisser Jean-Pierre rentrer dans le détail.
Non, mais je peux difficilement donner des détails parce que c'est un accord sur lequel il y a une confidentialité obligée. Donc on n'a absolument pas le droit. Et d'ailleurs, moi-même, je ne connais pas les revenus des confrères. Chaque éditeur a simplement eu communication de la part qu'il concerne. Mais pour des raisons juridiques et pour éviter tout risque d'entente, parce que ce qui paraît un peu paradoxal, mais ce qui est juridiquement le cas, on peut être soupçonné d'entente parce qu'au sein de la presse, il y a un syndicat, voire plusieurs, qui se mettent d'accord pour négocier avec une plateforme. Et donc pour éviter ce risque d'entente, les chiffres sur lesquels il y a eu un accord n'ont pas été communiqués aux éditeurs. Seul le staff de l'Alliance, de façon totalement confidentielle, connaît les chiffres. Voilà. Donc on a chacun nos chiffres. Simplement, ce qu'on sait, pour répondre un tout petit peu à la question, c'est que par rapport aux propositions qui étaient envisagées il y a un an et qui étaient extrêmement décevantes, pour être aimable, on a fait quand même un progrès très, très sensible. On a aussi mis en place, et ça, on a obtenu sur Facebook, le résultat de la décision de l'autorité de la concurrence du mois de juillet qui concernait Google. C'est-à-dire que Facebook a compris qu'il ne pouvait pas ne pas tenir compte de cette décision historique du mois de juillet qui a quand même condamné Google à 500 millions d'euros de pénalité. Et du coup, on a obtenu le fait qu'il y ait maintenant une distinction extrêmement claire entre ce qui relève du droit voisin, d'une part, et ce qui relève, en l'occurrence, de Facebook News, donc d'un accord commercial, d'autre part. Et même au sein de cet accord commercial, il y en a une partie qui relève du droit voisin et une partie du reste. Donc cette fois-ci, la loi est appliquée et respectée. Il y a une rémunération au titre du droit voisin pour tous les éditeurs, comme disait Pierre, y compris avec un minimum garanti pour les plus petits éditeurs. Et puis ensuite, on tient compte, ce qui est légitime, évidemment, de l'importance de l'audience et de l'importance du trafic que nos contenus apportent à la plateforme. Et évidemment, pour la suite, dans ce qu'on est en train de discuter avec Google, on fera respecter les mêmes principes. Et évidemment, l'autorité de la concurrence y est extrêmement attachée. Alors, si vous ne voulez pas donner de chiffres globaux, malgré tout, pour un titre de presse hebdomadaire régional que vous représentez, ça représente c'est significatif, c'est peanuts, comme disait Pierre Louette, pour un groupe comme le vôtre? C'est significatif pour chaque entreprise en fonction de sa taille, mais moi je l'ai dit depuis le début, ça n'est pas non plus, et il ne faut pas rêver, ça n'est pas quelque chose qui transforme les modèles d'affaires de la presse. C'est un nouveau revenu, c'est une nouvelle source de revenus pérenne, donc c'est très bien, mais ça n'est pas quelque chose qui est transformationnel. Voilà, c'est pas. Donc, il faut pas. Et là-dessus aussi, je pense que ceux qui négocient pour le compte de chacun des syndicats ici représentés le savent. Il faut quand même documenter ce qu'on demande, que ce soit pas complètement onirique. On est face à des gens qui sont pas des rêveurs du tout et qui ont des arguments. Donc voilà, ce qu'on a obtenu à mes yeux de plus en plus important avec Google en particulier, c'est une capacité à de mieux en mieux vérifier en fait les assiettes et la réalité des revenus produits. La pérennité, la vérification, donc une sorte de clause d'audit et la pérennité, ça c'est important. Au fond, soulever le capot un peu sur une boîte, je ne sais pas si on soulève le capot sur une boîte noire, mais enfin en tout cas soulever le capot à l'intérieur c'est noir, voilà, sur un moteur un peu obscur et avoir voilà, une coupe comme ça et en principe une sorte d'éclairage. C'est ce à quoi les entreprises en question, d'ailleurs toutes les entreprises sont le plus réticentes quand on n'a jamais envie de donner des secrets d'affaires. Mais là, la loi, l'exigence d'application de la loi rend indispensable cette clause d'audit. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle s'est peu à peu imposée et je pense qu'elle pourra vivre dans le futur. Merci. Je vais donner la parole à Julie Lorimi. Donc vous êtes la directrice générale du SEPM, un syndicat qui a été en pointe justement dans cette bataille judiciaire, notamment devant l'autorité de la concurrence depuis 2 ans. Vous avez aussi été à l'origine de la création d'un organisme de gestion collective, parce qu'il ne suffit pas effectivement de dire Google, Facebook, les plateformes vont nous donner des sommes. Il faut savoir après comment les affecter à chaque éditeur qui a été créé cette année, donc cette société des droits voisins de la presse. Jean-Marie Cavada, qui n'a pas pu venir, a été nommé président de cette société. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu donc, tout ce combat mené?
Vous m'entendez ? Oui, ça marche. Oui, je vous remercie. Alors, juste pour resituer le contexte pour le SEPM par rapport à ce qui vient d'être dit, nous ne sommes pas agissants sur Facebook pour le moment. Nous ne négocions pas avec eux et précisément, nous souhaitons que DVP, donc le nouvel organisme de gestion collective des droits voisins de la presse, puisse négocier avec Facebook. Donc nous sommes en effet à l'origine, mais avec la PIG, avec l'AFP, du contentieux finalement assez lourd dans lequel nous sommes tous encore engagés. Alors je voudrais quand même rappeler qu'à la base de ce contentieux, et on l'oublie souvent, c'est l'autorité de la concurrence elle-même en fait qui s'auto-saisit en octobre 2019 devant, Pierre Louette l'a un petit peu indiqué, moi je peux le dire sans difficulté, une forme de chantage d'un opérateur en position dominante qui a, au titre du droit voisin qui venait d'être transposé effectivement très promptement par le législateur, eh bien, qui a proposé des licences gratuites, des sommes nulles, des zéros, en rétribution de ce droit. Donc rappelons que ce droit, donc c'est un droit qui dure 2 ans, hein, qui est un droit de propriété intellectuelle particulièrement court, 2 années, et que c'est un droit économique qui est donc susceptible de cession de licence contre rémunération. Donc à l'automne 2019, après des efforts extrêmement importants des législateurs tant européens que français, finalement la première des applications a été un courrier de Google aux éditeurs leur disant que finalement le droit voisin n'allait pas constituer un revenu. Eh bien, l'ADLC s'est auto-saisie et a lancé une enquête exploratoire sur les annonces. C'était pire, hein, c'était un chantage en disant soit vous acceptez, Absolument. Soit on vous réduit... Absolument, on réduit votre visibilité, on réduit la taille du snippet, etc. On ne met plus de photos, etc. Absolument. Donc bien sûr, une immense déception, notamment pour tous les partisans et dans les syndicats, mais également au Parlement, des gens qui avaient beaucoup lutté pour obtenir cette loi très très novatrice. Et donc l'ADLC s'auto-saisit. Nous enchaînons assez vite le 15 novembre. L'autosaisine de l'autorité, c'est en octobre. Et nous, très vite, en novembre, nous décidons de déposer une demande de mesure conservatoire auprès de l'autorité en se fondant sur un potentiel abus de position dominante avec cette loi non respectée en ligne de mire, la loi donc, qui venait d'entrer en vigueur. Alors pourquoi un syndicat comme le nôtre s'est jeté dans cette bataille que nous savions dès le départ être lourde, puisque l'autorité de la concurrence sont des procédures extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses, etc. Eh bien, et peut-être qu'il y a une toute petite divergence, mais les éditeurs au SEPM ont considéré, mais je pense qu'on peut se rejoindre bien entendu in fine, mais ont considéré que le revenu potentiellement issu d'une sorte de plateformisation en fait, de l'information et de l'actualité ne serait pas un revenu d'appoint complémentaire, un petit plus, mais pouvait réellement être un modèle d'affaires, d'avenir, un revenu véritablement structurant pour l'ensemble d'un secteur en perte de vitesse. La vente au numéro en 10 ans a été divisée par 2, plutôt en 20 ans. En 10 ans, c'est la publicité qui a été divisée par 2. Alors, l'abonnement est assez résilient en presse magazine, mais on sent que progressivement, il y a une érosion. Et donc, l'idée du législateur qu'il fallait rééquilibrer la valeur produite par cette plateformisation a été, les éditeurs du SEPM se l'ont approprié et ont donc décidé de déposer cette plainte. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive très vite les étapes suivantes ou oui, ou pour pas. arriver juste, Pierre Louette en parlait sur la décision de l'autorité de la concurrence, donc effectivement. D'accord. Alors donc on a eu une première décision en avril 2020 dans laquelle l'autorité a donné raison à l'AFP, la PIG et nous-mêmes sur l'ensemble des points. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'ils ont enjoint Google, comme nous le demandions, de négocier de bonne foi et surtout de négocier sans que cette négociation interfère avec le référencement, ce qu'ils avaient précisément fait, ni avec, et ça c'était une grande victoire, ni avec aucune des autres relations économiques qu'entretient Google avec les éditeurs. Donc nous avons obtenu cette décision. Nous étions très enthousiastes à l'époque et on ne pensait pas que le chemin serait si long. On pensait de telles injonctions sont rares et sont fortes. Donc on était tout de même doté d'un outil qui renforçait la dissymétrie évidente des forces en présence dans la négociation. Bien. Et à notre grande déception, la période de négociation qui s'est ouverte, donc c'était une période de négociation de 3 mois, je crois, n'a pas permis en fait d'aboutir à quoi que ce soit. Nous avons donc dû en septembre, je crois, oui, c'est le 2 septembre 2020, le SEPM a dû redéposer une plainte et cette fois pour non-respect des injonctions. Pourquoi ? Parce que nous avions constaté plusieurs phénomènes qui rendaient impossible une négociation faire. Premier phénomène, en effet, Pierre en a parlé, Google restreignait de facto le champ d'application de la loi de façon absolument drastique, puisqu'il n'acceptait l'idée, le principe même d'une rémunération que pour la presse IPG, certifiée IPG, donc par l'autorité administrative CPPAP. Premier point. Donc sur le spectre de la loi, il y avait une réduction absolument majeure de son champ d'application. Ensuite, contrairement aux injonctions qui demandaient à Google de négocier séparément le droit voisin de toute autre relation commerciale, eh bien, Google n'a eu de cesse que de mêler la question du droit voisin à différents autres partenariats commerciaux, traitant finalement dans les propositions de partenariat que nous avions le droit voisin comme un accessoire à peine valorisé. Voilà. Troisième point, la transparence des données et des informations. Et alors là, c'était véritablement une boîte noire complète, puisque contrairement là encore à ce que dit la loi, nous n'avions pas les données sur les utilisations, nous n'avions pas les données sur les revenus directs générés, nous n'avions pas les données sur les revenus indirects générés. Nous avons fait valoir cela auprès de l'autorité de la concurrence et pour faire court, là encore, en juillet 2021, décision historique. Alors, évidemment, la presse en a retenu les 500 millions d'euros, mais je précise que c'est une amende et que malheureusement, voilà, 500 millions d'euros, très bien, pour les comptes de l'État. Pour le compte de l'État, voilà, exactement. Mais nous-mêmes, les éditeurs, n'avons rien, évidemment, touché de cette somme-là. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la force des injonctions réitérées par l'autorité. Et là, l'autorité a demandé encore plus clairement et de façon encore plus autoritaire à Google de nous proposer une offre de rémunération, évidemment sur l'ensemble du spectre des publications de presse, et surtout en la décorrélant parfaitement et totalement de tout autre partenariat. Voilà, puisque l'autorité a suivi en effet les parties saisissantes que nous étions sur cette question de mêler ce qui relève du droit de ce qui relève de relations commerciales. Donc nous en sommes là aujourd'hui et je pense que je vais laisser peut-être la parole aux autres pour ne pas la monopoliser. Juste malgré tout, le SEPM a parallèlement voulu créer cet organisme de gestion collective. Pardon, vous m'aviez interrogé en dire 2 mots quand même dessus. Oui, absolument. Donc en fait, très vite, nous, au SEPM, malgré le fait que ce n'est pas vraiment une tradition dans ce secteur de la presse, la gestion collective, même s'il y en a un petit peu, très vite, on s'est aperçu que la gestion collective serait nécessaire. Pourquoi ? En tout premier lieu, pour pouvoir négocier de façon unie en réunissant, je dirais, une masse critique d'éditeurs pour tempérer un peu cette asymétrie des forces en présence dont je vous parlais tout à l'heure, sans constituer une entente. Parce que c'est cela la grande difficulté et la fragilité de notre position, c'est qu'il nous faut une structure particulière pour éviter que Google se prévale d'une entente d'éditeurs qui pourraient négocier ensemble. Donc, premier point, une négociation unie et en tout cas la plus unie possible de façon à pouvoir
afficher un front uni lors des négociations. Après, c'est des considérations aussi assez pragmatiques de rationalisation des opérations, parce que là, on parle de Google, on parle de Facebook, mais la réalité, c'est qu'il y a de multiples redevables. Derrière cet OGC, il y a le SEPM. Alors, le SEPM, le premier point, c'est le SEPM et la SACEM qui se rencontrent et qui signent un accord de partenariat en juin. Ouais. Mon voisin de gauche, qui de façon très très réactive, à peine quelques jours plus tard, rejoint avec le SPIL l'initiative, et puis ensuite d'autres acteurs rejoindront l'initiative, et enfin le 26 octobre, donc c'est allé extrêmement vite finalement en réalité entre le moment où le SEPM contracte avec la SACEM et puis le moment où il y a de l'Assemblée générale en octobre 2021, les choses sont allées extrêmement vite et c'est pas fini. Voilà. Par contre, il n'y a pas l'APIG, hein. Pierre, pourquoi vous, pour l'instant, n'avez pas rejoint cet OGC? Enfin, c'est intéressant parce qu'en fait, on a vu la SACEM, on avait convié celui qui était alors le directeur général, Jean-Noël Tron, avant, c'est sans lien de cause à effet, d'ailleurs, la création, c'est pas à cause de ça qu'il est parti, mais on l'avait convié au tout début, avant même que je pense d'autres syndicats pensent à lui, et il n'était pas très enthousiaste, en fait, à l'origine, pour s'occuper de nous. Bon, on n'avait pas très bien compris pourquoi, mais il n'était pas forcément ce jour-là dans cet état d'esprit. Il faut dire que la SACEM a aussi négocié des très grands accords avec YouTube, avec donc Google en fait. Il avait avec lui ce jour-là une adjointe qui est devenue la nouvelle directrice générale, qui elle était plutôt assez partante pour le sujet. Bon, donc ça, c'est anecdotique, mais c'est comme ça aussi que parfois les rencontres se font ou se font pas. Et ensuite sur l'OGC, je suis entièrement en accord avec ce que disait Julie sur le besoin d'aller au-delà des deux premiers auxquels on parle. Il y a Twitter, auquel il faudra bien parler, Microsoft qui a déjà donné quelques indications, il y a Twitch qui aussi utilise des contenus. Il y a beaucoup de gens qui, au fond, par l'exposition qu'ils donnent à nos contenus, font naître des droits. Et ça, il va falloir les recenser, les gérer dans un cadre séparé qui permet d'éviter les accusations d'entente que nos contradicteurs sont prompts à agiter, éventuellement, parce que ça pourrait mettre du sel dans la relation juridique entre eux et nous. Et voilà. Et donc nous, a priori, on a indiqué depuis le début qu'on n'était pas prêt là. On avait besoin de résorber aussi un peu des différences dans notre propre corps social, à faire comprendre aussi qu'on pouvait être associé à d'autres syndicats chez lesquels il y a des gens qui contestent la notion d'IPG de façon assez ouverte. Et ça fait de la peine à beaucoup de gens dans le syndicat dont j'assure la présidence aujourd'hui. C'est tournant, donc ce n'est pas éternel non plus, heureusement. Et voilà. Et à terme, tout à fait envie de rejoindre une gestion collective. Julie disait que ce n'était pas une tradition. En fait, il y a une grande tradition, pas énormément successful, mais qui est les NMPP, qui a été vraiment une grande tradition coopérative, en tout cas, depuis la loi Bichet 47. Bon, ça a évolué avec Prestalis, qui va bien, d'ailleurs, tant mieux, merci, et de mieux en mieux. Maintenant, il y a 2 grandes messageries. Mais moi, je ne vis pas dans les traditions, en fait, fondamentalement de la presse. Je les respecte, mais je pense qu'elles sont là aussi faites pour évoluer. Et donc, je vois beaucoup d'avantages à la gestion collective, et je connais au demeurant depuis très longtemps Jean-Marie Cavada, et je suis ravi qu'il incarne cela. On n'est pas tout à fait prêt. En plus, quand on viendra, j'espère bien qu'on viendra, on aura probablement déjà géré les 2 grandes négos Google-Facebook, mais on sera tout à fait prêt à apporter, si on peut en apporter, de la force à la discussion collective. Voilà la réponse un peu longue, mais circonstanciée à la question simple. Merci. Je voulais juste ajouter, qu'en effet, l'OGC DVP a une vocation complètement universelle et à être ouvert à l'ensemble des ayants droit du droit voisin de la presse. Et puis, en effet, que nous avons rencontré, nous, Cécile Rapp-Weber et David Alsayeg, les numéros 1 et 2 aujourd'hui de la SACEM, qui ont été dès le départ, en fait, nos interlocuteurs directs et qu'on a senti à la fois extrêmement motivés et extrêmement qualifiés pour la question. Voilà, je voulais juste rajouter ce point. Nous avons travaillé directement avec ces 2 personnes qui aujourd'hui dirigent la SACEM. Jean-Pierre, vous voulez intervenir avant juste une précision. À Laurent ? Non, juste une précision aussi factuelle, mais qui va dans le même sens, c'est dire que il se trouve que nous, les négociations avec Google et Facebook étaient engagées avant que ne se crée l'OGC, ce qui fait que les choses étaient déjà engagées dans la négociation, et on a mesuré à quel point c'était à la fois un enjeu très important pour les éditeurs,
à la fois technique, technologique, financier, éditorial, politique, pour lequel les éditeurs étaient directement et personnellement impliqués. Et du coup, on a mesuré à quel point, quand l'enjeu est aussi important et aussi peu, j'allais dire, purement technique, hein, ou purement administratif et juridique, il était important pour nous que les éditeurs eux-mêmes soient dans la négociation. J'allais dire que le principal poids qu'on avait, ou qu'on a eu, et qu'on a toujours, puisque la négociation se poursuit, vis-à-vis de ces big tech, c'est précisément qu'ils, quelque part, ils ont en face d'eux des éditeurs. Et pour eux, quelque part, ça compte. Voilà. Quand le déséquilibre est tel entre eux et nous, le fait que dans la négociation, ils aient affaire à des éditeurs a été un petit avantage pour nous. Mais la raison principale, c'est qu'en fait, les négos étaient déjà engagés, et donc, évidemment, on les a poursuivis dans la même configuration. Merci. On va finir le tour de table avec Laurent Bérard-Quélin, donc le président de la FNPS. On disait, dans le cadre de la PIG, c'était les petits hebdomadaires régionaux. Pour vous, c'est aussi des petits éditeurs au sein de la fédération. Et l'idée, c'est que tout le monde soit concerné et éligible par cette... Alors nous, on a 450 éditeurs, donc quelques gros, beaucoup de moyens et énormément de petits. Donc effectivement, pour nous, la vision 360 degrés sur l'ensemble du spectre de la presse est très important. Quelques titres IPG, peu nombreux, et beaucoup de titres qui sont ce qu'on appelle la presse de la connaissance et du savoir, donc qui est une reconnaissance intermédiaire entre la CPPAP pure et la reconnaissance IPG. Alors nous, on a été, notamment avec les représentants de l'Alliance et avec Jean-Pierre et les prédécesseurs de Pierre à Bruxelles, à Strasbourg et aussi à Paris pour la directive dans un premier temps et la transposition dans un deuxième temps. Nous, on a défendu d'abord un principe. Le principe, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que ce n'est pas une aumône qu'on va chercher, ce n'est pas une compensation de taxation qui ne sont pas payées par ailleurs, ce n'est pas non plus, j'ose le dire, une compensation de chiffre d'affaires publicitaire qui s'appartient ailleurs, c'est un droit. C'est un droit parce qu'il y a une intermédiation qui s'est mise en place. Et nous, à la FNPS, c'est quelque chose qu'on a constaté depuis très longtemps. Et je fais lien avec la gestion collective. Donc la FNPS a créé il y a plus de 30 ans le Centre français du droit de copie qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et qui a été créé justement sur cette constatation qu'une intermédiation se mettait en place. Cette intermédiation, aujourd'hui, on peut l'évaluer à 40%. C'est-à-dire que 40% des lectures qui sont faites de nos contenus ne sont pas faites chez nous, mais sont faites à l'extérieur. Elles sont faites à l'extérieur sur des panoramas de presse, elles sont faites à l'extérieur sur des moteurs de recherche, elles sont faites à l'extérieur sur des plateformes. Donc c'est énorme. Donc c'est une intermédiation qui se double avec les plateformes d'une plateformatisation. La plateformatisation, c'est aussi un système qui vise à garder l'internaute, à garder le lecteur là où il est. Et contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant très longtemps, à pas nous apporter du trafic, mais la priorité, c'est plutôt de le garder. Et d'ailleurs, quand vous voyez ces snippets qui se développent de plus en plus, et c'est un mouvement en plus qui s'intensifie, qui se développe de plus en plus sur les réponses de Google aux questions que vous faites, avec des contenus qui sont directement aspirés, souvent de Wikipédia, mais parfois de nos sites aussi, en répondant à la question, c'est ce que disait Frédéric Fillou dans la conférence précédente, on répond à la question sur la page de réponse du moteur de recherche. Et donc, très souvent, ils ne viennent pas jusque chez nous. Et c'est un argument qu'on a beaucoup utilisé à Bruxelles et à Strasbourg. 40% des utilisateurs de Google Actualité ne cliquent pas. Ils ont la réponse à l'information uniquement sur la page de résultats de Google. Deuxièmement, cette plateformatisation, cette intermédiation, elle n'existerait pas sans nos contenus. L'actualité est le moteur qui déclenche la plupart des requêtes sur les moteurs de recherche ou des consultations des réseaux sociaux. Et je vous invite à aller regarder Google Trends. Vous verrez Google Trends, les 10 premières questions qui sont en hit ou les hashtags qui sont mis en avant sur Twitter. Ce sont des questions d'actualité, tout le temps des questions d'actualité. Troisièmement, ces plateformes ont drainé, grâce à nos contenus, un marché publicitaire. Quatrième chose, ce marché publicitaire n'est pas un marché publicitaire qui a été créé. En grande partie, c'est un marché publicitaire de substitution, c'est-à-dire qui a migré de nos plateformes médias vers ces plateformes d'intermédiation. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, ça crée une véritable légitimité à nous.
de demander un partage de valeur, encore une fois, qui est créé à partir de nos contenus et qui n'existerait pas sans nos contenus. Après, on s'est battu, une fois que le principe a été installé, sur les modalités. Donc les modalités, j'y reviens pas. La modalité pour nous principale, c'était que l'ensemble des éditeurs de presse puissent être titulaires du droit voisin. Et donc pas uniquement la presse d'information politique et générale, même si, je le dis à Pierre, personne chez nous ne conteste la légitimité de la presse d'information politique et générale. Personne. Il peut y avoir des voix discordantes, mais personne, et en tous les cas moi en tant que président, tout le monde est aligné derrière moi, sauf parce qu'il y en a un dans la salle qui se lève, pour dire que la presse d'information politique et générale a une place particulière. Voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur les critères. Parfois, il y a des titres qui passent au travers du tamis et on se demande un peu comment. Mais sinon, on est d'accord sur le principe, on est d'accord qu'il y ait une valorisation particulière. Mais on n'est pas d'accord pour que ce soit les seuls bénéficiaires. Voilà. Donc ça, c'est acté. Ça a été un peu contesté, au Parlement, on s'est débrouillé pour que ce ne soit pas la réalité. Ça a été acté par l'autorité de la concurrence, par la loi, par la Cour d'appel. Et maintenant, c'est accepté par Google, puisque dans un premier temps, dans les premières négociations qu'on a eues avec Google, la première proposition qui nous était faite, c'est de signer avec nous, éditeur non IPG, une licence à prix nul. C'est une création juridique, c'est quelque chose d'intéressant. C'était pas une licence globale, c'était pas une cession de droit. Voilà, c'était une licence à prix nul, et ils l'ont écrit. Ce qui d'ailleurs, évidemment, on s'est précipité là-dessus pour le transférer à l'autorité de la concurrence. Et le deuxième principe qui était important aussi, c'est les éléments de détermination de l'assiette. Donc, quand on est au Centre français du droit de copie et qu'on est avec des prestataires professionnels, etc., le chiffre d'affaires, c'est l'usage, c'est des contenus qui nous sont faits, qui sont faits, et le chiffre d'affaires éventuellement qui en est, enfin systématiquement, qui en est tiré, et une tarification éventuellement qu'on peut imposer. Là, quand on est avec les plateformes, c'est très différent. C'est d'une part les revenus directs, difficiles à estimer, ce qui a été dit. Qui est donné sur des chiffres produits par les plateformes elles-mêmes, qu'on a beaucoup de mal à challenger. Beaucoup de mal. On pourra challenger l'évolution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont donné un chiffre, ou ils ont donné plutôt à chaque éditeur un chiffre, sur le long terme, on pourra corréler ça avec notre flux et avec notre activité, et donc on pourra bien voir si ça évolue dans le même sens en fonction des chiffres qu'ils nous donnent et ce qu'on constate. Mais le point de départ, c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui donnent les informations et on a beaucoup de mal à les challenger. Mais ce qui était beaucoup plus important pour nous, c'est que dans cette assiette, il y a aussi les revenus indirects. Les revenus indirects, c'est quoi ? C'est la capacité qu'a Google, alors il n'y a pas que Google, je le redis, mais bon, on se focalise quand même un peu là-dessus, et Facebook aussi, de tirer de l'intelligence à partir des contenus qu'on donne. Moi, je me rappelle dans les années 90, les prémices de l'intelligence artificielle, notamment en termes de recherche, les différents, vous connaissez probablement tous EDD ou AD aujourd'hui, ils travaillaient sur des moteurs de recherche les plus performants possibles. Les contenus qu'ils allaient chercher, c'était ceux du Monde, c'était ceux de l'AFP, pour entraîner le moteur, et moi je l'ai vécu de près parce que nous on avait une base biographique et ils étaient très intéressés aussi sur la base biographique pour entraîner le moteur de recherche. Alors à ce moment-là, c'était pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'était plutôt des petites mains derrière qui déclinaient les requêtes pour qu'il n'y ait pas de silence et pas trop de bruit. C'est un terme technique, mais c'était très important. Et donc ça montre bien que c'est à partir des contenus de presse qu'on nourrit l'intelligence d'un moteur de recherche. Les données personnelles, bien évidemment. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui sont faites d'actualité permettent de mieux connaître l'internaute et de lui pousser du contenu qui soit plus ciblé. Et puis la troisième chose qui est très importante, c'est le réflexe pavlovien. Moi, j'y tiens beaucoup. Ça a été repris par une économiste, enfin ça a été aussi développé par une économiste, Madame Toledano, il n'y a pas longtemps. C'est que comme vous allez sur Google, principalement pour faire des requêtes d'actualité. Quand vous faites une requête d'actualité, comme l'a dit Pierre, quand on va chercher Macron, il n'y a pas forcément un annonceur qui va se mettre en face de Macron. Et si on cherche explosion à Beyrouth, il y a encore moins d'annonceurs qui vont se mettre en face. Mais par contre, vous avez ce réflexe, quand vous vous posez une question, vous allez sur Google. Le jour où vous achetez un vélo, vous allez aussi sur Google. Et donc, il y a un effet induit d'utilisation des plateformes qui vient de cette addiction que crée l'actualité. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un niveau
des montants, parce que là, donc, c'était toutes ces assiettes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, il y a eu un accord avec l'AFP, a signé un accord aussi avec Google. Est-ce qu'on a une idée des montants qui sont concernés? Vous avez parlé à la Pierre Louette, vous avez parlé à la session précédente, 350 millions d'euros de chiffres. Tu vas essayer d'avoir des montants, ça va être compliqué. Des évaluations. Des évaluations, c'est très difficile parce qu'on est tous dans des clauses de confidentialité des termes qui nous sont donnés. On peut dire que les revenus directs, CPPAP, voilà, ils estiment ça autour de 100 millions, mais c'est rien du tout. C'est pas du tout. Voilà, et il faut rajouter à ça les revenus indirects. Et là-dessus, il y a beaucoup. Bon, les Allemands ont sorti un chiffre qui est à 460 d'assiettes pour l'Allemagne. On ne sait pas comment il a été calculé, on n'est pas forcément d'accord avec cette approche. Voilà, la PIG a sorti un chiffre, ça je te laisse. Non, mais c'est juste, moi je ne veux pas parler des chiffres parce que pour moi la chose la plus importante c'est qu'on obtienne une clause d'audit, exactement dans la ligne de ce que tu disais, une clause d'audit pour mieux cerner l'assiette et aussi, exactement là à nouveau comme tu l'indiquais, et Jean-Pierre l'avait mentionné, qui est la vraie reconnaissance des revenus indirects. Indirect. Et là, on entre assez profondément dans la mécanique à revenus de Google, et c'est pour ça qu'évidemment, ils sont particulièrement réticents. Mais moi, je voulais, au demander, m'excuser parce que je vais devoir filer, j'avais prévenu à l'avance, donc mais je vais vous laisser. Je voulais juste, d'un mot, pas du tout de conclusion, mais dire que j'étais quand même plus confiant maintenant, dans la mesure où je trouve quand même que le cadre travaille dans notre sens, le cadre de réglementation, de régulation, l'état d'esprit, les nominations aux États-Unis, qui est quand même un peu la mère de toutes les batailles, quoi. Il faut quand même que dans le pays d'origine de ces entreprises-là, une ligne à Cannes, un Timou, enfin, l'ensemble de ces experts qui sont maintenant au service de l'administration Biden aillent dans ce sens-là. Les interlocuteurs qu'on a, je crois, ont quand même appris 2-3 choses, j'en suis certain, à travers la décision de l'autorité, la décision de la Cour d'appel de Paris. Julie l'a mentionné peut-être, mais il y a le considérant principal là-bas, c'est de dire l'échange de trafic ne vaut pas rémunération. Ça, c'est une espèce de chose que maintenant la jurisprudence, en tout cas un tribunal a posé de façon très claire, et qui était le grand argument de toute éternité, en disant on vous envoie du trafic, donc ne demandez pas en plus des droits voisins du droit d'auteur. Voilà. Donc tout ça va dans le bon sens, et je pense que le plus important, en tout cas c'est ma perception maintenant, parce qu'on a aussi tous des entreprises dont on doit s'occuper, on ne peut pas faire ça toute la journée, c'est d'arriver à signer des accords corrects, surtout évolutifs, en se disant, si l'audience évolue, et d'ailleurs il faut que ce soit évolutif, ça ne peut pas être un flat fee pour tout le monde, parce que l'audience, même entre les titres, évoluera dans le temps. En tout cas, la nouvelle catégorie de revenus sera créée, déposée, l'audience évoluera, la prise en compte de revenus indirects sera de plus en plus affinée, et ce n'est que le début de l'histoire. Ça ne sera pas pour moi un achèvement, ça sera la fin de 2 ans de période plus ou moins sympathique, de discussion voilà, et d'actions en justice qu'on a diligentées tout de suite, parce qu'on s'est bien rendu compte devant quoi on était, mais ça sera aussi le début d'une autre histoire. Donc voilà, je pense que c'est comme ça, dans cette période et ce temps long, qu'il faut voir les choses. Le droit voisin est là pour rester. Tant que la directive sera en vigueur et que la loi de transposition le sera également, il y aura une catégorie nouvelle de revenus pour la presse. Elle est pérenne, il faut qu'elle soit évolutive et plutôt à la hausse, évidemment, au fur et à mesure des années. Voilà, sur ce, encore une fois, je suis confus de faire ça, ça ne se fait pas du tout, mais je suis obligé de filer. Donc je vous laisse entre les meilleures mains. Tu vas signer. Je peux peut-être juste donner une explicitation de ce qu'évoquait à très juste titre Laurent concernant les droits indirects, les revenus indirects. Effectivement, c'est un point clé. Il faut bien comprendre que l'attitude de Google, en l'occurrence, c'est de nous dire écoutez, quand on met de la publicité à côté de vos contenus, ok, ça a de la valeur, ça nous génère un revenu, mais en réalité, c'est déjà un revenu indirect, puisqu'on ne revend pas vos contenus. Donc il se place dans la logique du droit d'auteur stricto sensu, en disant on ne revend pas vos contenus, donc on a 0 revenu direct, mais on a des revenus indirects qui sont publicitaires à partir du moment où on met de la publicité à côté de vos contenus. Pour le reste, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de pub à côté de vos contenus, ça ne vaut rien. Et bien nous, notre réponse, comme c'est indiqué, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire de dire, mais vous, votre marché, ils nous disent toujours, mais notre marché, c'est de la publicité. On dit, oui, mais nous, c'est de l'information. Et ce qui vaut le plus dans nos contenus, c'est quand il n'y a pas de publicité avec, précisément. Oui, il y a aussi de la publicité, mais là où ça vaut le plus cher,
c'est précisément lorsque c'est du contenu sans accompagnement de publicité, mais qui génère des datas, qui génère du trafic, qui génère de l'habitude, etc. Et pour répondre à la question, en termes de valeur, quand Pierre, je crois tout à l'heure, évoquait un montant de 350 millions en valeur sur les revenus qui vient des revenus indirects, c'est ce qu'a donné un cabinet spécialisé économiste qu'on a consulté comme d'autres pour avoir une idée, pour avoir une approche de cette valeur des revenus indirects. Et simplement, pour vous donner un ordre d'idée, c'est dans un rapport de 1 à 10 entre les revenus liés à la publicité, ce que nous on appelle et ce que l'autorité de la concurrence appelle les revenus directs, c'est-à-dire ceux qui sont liés à un accompagnement publicitaire de nos contenus, c'est une valeur de 1, et les revenus indirects, c'est une valeur de 10. C'est pour ça qu'on a un écart considérable entre les prétentions, entre guillemets, de Google, en tout cas les estimations de Google et des nôtres. Mais c'est un point clé, non seulement pour des raisons financières, économiques et financières pour nous tous, éditeurs, mais je dirais que c'est aussi un point clé politique et stratégique. Ça veut dire qu'on n'est pas là simplement pour générer de la publicité. On ne vend pas de l'accompagnement éditorial pour de la publicité. On ne vend pas des produits faits pour avoir de la pub. On vend des contenus qui ont une valeur, quelle qu'ils soient, d'information politique et générale, spécialisée, etc., qui ont une valeur en tant que telle, une valeur éditoriale. Et cette valeur éditoriale qui est la production de nos entreprises, en tant que telle, elle génère des revenus aux plateformes qui les exploitent, en tant que telle. Et puis aussi, elle génère des revenus publicitaires. Mais elle génère une valeur en tant que telle parce qu'il y a des datas, parce qu'il y a du trafic, etc. Donc ça, c'est un point central. Je peux ajouter dans un domaine un peu différent, mais qui est lié, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles et qui est très important pour nous tous, c'est la discussion sur la régulation des plateformes. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a eu l'accord mondial sur la taxation, ce qui était un premier pas, certes modeste, mais qui est important symboliquement et stratégiquement. Là, il pourrait y en avoir un deuxième si on aboutit dans les semaines qui viennent à un accord sur les deux fameux règlements qui seront d'application directe, il n'y aura pas besoin de les transposer dans des lois, et qui sont le fameux Digital Service Act et Digital Market Act. Dans les deux cas, c'est absolument central pour nous. Pour ce qui concerne le Digital Service Act, ça relève de la gestion des contenus. Et pour résumer d'une seule phrase, notre position commune à toute la presse européenne, c'est de dire il ne faut pas que ce soit les plateformes qui soient en charge, en responsabilité de la gestion des contenus de presse. Qu'on exige des plateformes qu'elles régulent des contenus, qu'elles modèrent des contenus pour éviter la lutte, enfin pour éviter les agressions, la haine raciale, etc. Bien sûr, quand il s'agit de contenus individuels postés par des internautes, mais quand il s'agit de contenus de presse, là c'est autre chose. Et là, on n'accepte pas, nous éditeurs de presse européenne, on n'accepte pas que ça relève des conditions générales d'utilisation que fixent librement Facebook, Google et les autres. Ça ne peut relever que de la loi de chacun des pays concernés. Donc, s'agissant de revenus des contenus de presse, nous exigeons des autorités, enfin des pays européens, de la décision du Conseil, du Parlement et de la Commission, qui est en cours de discussion, que exception soit faite et que les plateformes n'aient pas le droit d'intervenir dans les contenus de presse. C'est trop important et seul le juge judiciaire peut en décider. Ça, c'est pour le Digital Service Act. Pour le Digital Market Act, pour résumer là aussi, c'est de dire oui, ça va dans le bon sens, mais on est encore, à l'heure où je vous parle, trop loin de ce qui serait une vraie efficacité de régulation des plateformes. Je vous épargne les raisons. Enfin, si vous le souhaitez, je peux les citer, mais en gros, pourquoi on a autant besoin du Digital Market Act ? Parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a une directive, on a une loi, mais on a vu tous à quel point ces grandes plateformes pouvaient s'asseoir sur les législations nationales et à quel point on a d'énormes difficultés, malgré l'appui de l'autorité de la concurrence, etc., à obtenir quelque chose de significatif. Et pourquoi on a d'énormes difficultés ? Parce que la directive et donc la loi ne permettaient pas, en cas de blocage de négociation, une solution d'arbitrage. C'est-à-dire que lorsque l'une des parties, en l'occurrence Google, refuse, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'arbitre qui peut dire écoutez, il faut en sortir d'une manière ou d'une autre.
on est obligé de passer par l'autorité de la concurrence et d'engager des procédures qui peuvent être extrêmement longues et extrêmement coûteuses. Et donc, l'une des vertus que nous attendons du Digital Market Act, c'est de fixer une procédure contraignante d'arbitrage lorsque, s'agissant par exemple du droit voisin, mais ça peut concerner beaucoup d'autres sujets concernant la presse et aussi tous les autres secteurs d'activité, puisque bien sûr ce règlement européen n'est pas réservé à la presse, qui est une procédure de sortie. Et pourquoi c'est important qu'il y ait une procédure de sortie, comme il y en a eu une en Australie il y a quelques mois? Parce qu'encore une fois, prenons conscience du déséquilibre monstrueux des forces entre des entreprises supranationales qui ont une puissance financière inimaginable et la situation d'éditeurs, d'entreprises qui sont en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, et qui sont, j'allais dire, dans le monde réel, dans le monde normal. À quelle échéance ça peut arriver? Quelques semaines. La France prend la présidence de l'Europe au 1er janvier, et d'après ce qu'on sait les uns et les autres, elle souhaite vivement que ça aboutisse avant la fin de son mandat, mais en pratique probablement avant l'élection présidentielle en France. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ça soit autour de février-mars que ça aboutisse. Mais c'est un point absolument central parce que quelque part, ce Digital Market Act, il peut être, non pas le point final, mais l'argument clé pour contraindre les plateformes, non seulement les deux grosses dont on n'a pas beaucoup parlé, mais aussi les autres derrière, à négocier. Ce n'est pas du tout la même chose quand on négocie et qu'on sait qu'à l'arrivée, si on ne compromet pas, on aura le risque d'un arbitrage qu'on ne maîtrise pas, que lorsqu'on a tout le temps et qu'on a les moyens financiers de faire durer le plaisir. Voilà. Merci. Mais on n'est pas forcément suivi sur ces demandes par tous nos interlocuteurs, c'est difficile. Pour l'instant, malheureusement pas encore. On fait ensemble pression, magazine quotidien, en France, à Bruxelles, etc., pour essayer d'obtenir que ce Digital Market Act soit vraiment puissant, complet. Comme je vous le disais, à l'heure où on parle, c'est pas encore le cas, on en est encore assez loin. Et ce qui serait vraiment dommage, c'est que, contrairement à la volonté politique qui est affichée en France et ailleurs, contrairement à la volonté politique affichée de réguler les plateformes, on les régule suffisamment peu pour qu'en réalité on les aide. Parce que c'est pareil, c'est un peu comme pour la taxation. Vous avez peut-être remarqué que la taxation à 15%, les plateformes ont applaudi des deux mains. On dit « Ah, c'est formidable », on est tout à fait d'accord. Évidemment, elles craignaient bien pire. Bon. Là, si on a une régulation qui est une demi-régulation, ça ne sera pas un premier pas, ça sera un pas en arrière, parce que ça les bénira d'avance de ne pas la respecter. Ça leur donnera des moyens d'échapper à la régulation. Donc, il faut absolument qu'elle soit complète. Et c'est pour ça qu'on intervient le plus fortement possible ensemble auprès de nos gouvernements respectifs, et on va continuer auprès du Parlement pour essayer d'obtenir cette régulation. Enfin, on connaît tous la route, à Bruxelles, à Strasbourg. Mais il faudra aussi qu'on ait des arbitres qui soient courageux. Parce que je reviens à ce que disait Frédéric Fillou pour ceux qui étaient là tout à l'heure. On a malheureusement des autorités indépendantes qui parfois manquent un peu de poigne. Alors ce n'est pas le cas avec l'autorité de la concurrence et la présidente qui malheureusement vient de partir, qui a été assez déterminée. Mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec celui qui fait l'intérim et avec celui qui va prendre la suite. Mais c'est vrai qu'on a des autorités qui se posent souvent les questions 5 ou 6 ans après la date à laquelle elles auraient dû se les poser. Alors, la presse quotidienne, la PIG a négocié en direct avec Facebook et Google. Concernant les autres, vous, SEPM ou FNPS, vous allez passer via l'OGC. Non. Alors, le SEPM est partie saisissante au sens que lui donne l'autorité de la concurrence. Et donc, nous négocions actuellement avec Google. Nous sommes en effet bénéficiaires en quelque sorte d'une des injonctions de l'autorité disant que Google doit nous faire une offre dans un certain délai, etc. Vous parliez de chiffres tout à l'heure, donc évidemment je ne peux pas vous donner de chiffres. En plus, nous sommes en pleine négociation et comme le disait Pierre Louette tout à l'heure, on est tous liés par des clauses de confidentialité. Ce que je peux vous dire moi quand même aujourd'hui, c'est que
si vous voulez, l'ampleur de la déstabilisation opérée par Google sur l'écosystème presse est telle que nous ne pouvons accepter qu'une offre sérieuse, substantielle et qui soit réellement assise sur cette notion de revenu indirect qui, pour nous, est absolument cardinale. Il faut rappeler que 90% de la croissance publicitaire digitale aujourd'hui, elle est entièrement captée par Google et par son compère Facebook. Donc nous souhaitons vraiment aboutir à un rééquilibrage de cette valeur créée. Puisqu'aujourd'hui, à la fois, et c'est paradoxal, on a un public jeune qui lit peut-être plus que la génération précédente, la presse, qui s'informe sans doute plus, mais qui ne paye pas et qui le fait en digital, d'un côté, et puis de l'autre, un modèle classique de la presse qui se détériore très, très fortement. Donc nous attendons une offre qui ne peut pas, même si elle est évolutive, être indigente. Voilà, nous attendons une offre sérieuse et simplement quelques chiffres quand même. Les 500 millions d'euros d'amende, même s'ils ne sont pas pour nous, mettent quand même la barre assez haut. C'est-à-dire qu'une telle condamnation ne peut pas avoir lieu si c'est sur des sommes dues qui seraient ridicules. Par ailleurs, sur les chiffres qu'on a aussi nous disent que entre 2012, époque à laquelle Google proposait 20 millions d'euros par an aux éditeurs, seulement les éditeurs IPG, entre 2012 et 2020, on estime que Google a fait ou Alphabet a fait fois 5,5 environ. Le chiffre d'affaires en 2012, c'était 46 milliards d'euros. En 2020, 183. Et nos estimations qu'on a un peu reconstituées parce que l'année n'est pas finie sur 2021 donneraient des chiffres proches de 250 milliards d'euros. Donc, pour nous, l'offre doit être significative et doit procéder, c'est vraiment notre mantra, à un rééquilibrage de la valeur tel que le législateur l'a souhaité, et nous nous attacherons au SEPM à ce que cette injonction à la fois de l'autorité mais aussi du législateur européen et français soit respectée par cet opérateur. À quelles échéances c'est même, bien sûr, c'est les négociations, mais dedans. quand on en préparait la semaine dernière, c'était Pierre et vous disiez on n'est plus très très loin. Alors c'était pour la presse quotidienne, mais c'est-à-dire que nous, on sera finalement assez rapidement fixé maintenant, je pense, sur la question de savoir si on a un accord correct, gagnant-gagnant, ce qu'on espère, parce que nous pensons juste un petit point quand même sur l'utilisation de la presse par Google. Il y a un sondage qui est sorti en novembre qui dit que 72% des utilisateurs de Google vont chercher de l'information et de l'actualité au moins une fois par jour sur le moteur. On a aussi un chiffre qui nous dit que 60% de ces utilisateurs quitteraient Google s'ils n'y trouvaient pas de la presse. Donc, quand je dis un accord gagnant-gagnant, c'est parce qu'en fait, une presse financée, dynamique, diversifiée, c'est dans l'intérêt aussi de Google et plus largement des plateformes. Donc, pour revenir à l'agenda, on sera assez rapidement fixé pour savoir si on peut arriver à un accord gagnant-gagnant ou alors si nous devons retourner, et s'il faudra le faire, nous le ferons, retourner à nouveau devant l'autorité de la concurrence ou d'autres instances judiciaires. Vous attendez cette proposition de Google avant la fin de l'année ? On espère, oui. Et en ce qui concerne la PIG ? Aussi, on sait qu'on avait une échéance qui est arrivée le 15 ou le 16 novembre. Donc les 2 mois qui étaient donnés à Google pour faire une proposition sont écoulés. Et donc maintenant, on continue à parler avec eux, et où on arrive dans les semaines qui viennent très vite à un accord raisonnable, où effectivement on sera obligé de tirer les conséquences d'un échec et de retourner devant l'autorité de la concurrence ou autre chose. Enfin, c'est la même réponse. Voilà, on espère arriver dans les semaines qui viennent à un accord. Ce qui est quand même assez clair aujourd'hui, c'est que pour l'instant, l'autorité de la concurrence, heureusement, s'en tient à sa position du mois de juillet et exerce une pression assez forte sur Google pour que ces propositions soient évidemment en cohérence avec les injonctions. Alors, est-ce qu'elle entrera, je dirais, dans le débat financier ou pas ? Bon, ce qui est très probable, c'est qu'elle sera très exigeante
sur le respect des injonctions en termes de transparence, de chiffres à fournir, etc., de justification. Est-ce qu'elle donnera un avis sur les montants proposés? Ça, c'est moins sûr, parce que ce n'est pas forcément dans sa, je dirais, dans sa vocation, enfin, dans sa raison d'être pour l'instant. Mais disons, je pense qu'on en saura plus les uns et les autres dans les semaines qui viennent, je pense, début janvier au plus tard. Il faut voir que dans l'esprit de l'autorité de la concurrence, il y a quelque chose qui est important, c'est la position dominante. Et ça articule beaucoup sa position. La Cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas d'obligation à rémunérer. Donc, quelque part, la rémunération zéro n'était pas illégale. La seule chose, c'est que quand vous avez 95% de part de marché et que vous faites une proposition à zéro, là, vous êtes en abus de position dominante. Donc, il y a une combinaison du droit voisin et de la façon dont quelqu'un qui est en position dominante l'applique. Après Google, ça déroule Facebook, Microsoft, Twitter, Twitch, toutes les autres plateformes. C'est la logique, en tout cas, Alors, ça sera la logique de l'OGC, bien évidemment. Donc nous, on discute avec Google, mais nous, on n'est pas liés par la décision de l'autorité de la concurrence puisqu'on n'était pas entité saisissante. Et nous, on apportera effectivement le résultat de la proposition à l'OGC pour qu'elle le décline. Donc l'OGC, on ne l'a pas dit, hein, c'est aussi un dispositif équitable et transparent. C'est-à-dire que les modes de collecte sont les mêmes pour tout le monde et transparents pour tous les utilisateurs de l'OGC. Voilà. Et puis après, on décline. Bon, pour nous, presse professionnelle et spécialisée, LinkedIn, c'est évidemment très important. Donc, pour l'instant, on n'entend pas parler, mais c'est sûr qu'on va aller les voir assez rapidement. Facebook aussi, puisque le marché professionnel s'est aussi beaucoup déplacé sur Facebook. Et pour prolonger ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, on a appris beaucoup de choses, effectivement, en négociant en direct et le fait qu'il n'y ait pas d'OGC avant fait qu'on a beaucoup appris puisque les éditeurs sont allés eux-mêmes à la négociation et à la discussion aussi bien avec des avocats qu'avec les plateformes. Mais dans la suite avec l'OGC, il y a un conseil d'administration composé d'éditeurs et il est bien évident que ce conseil d'administration devra participer aux négociations. Il faut que les éditeurs soient en face des interlocuteurs et en face des plateformes. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne pour beaucoup le CFC sur les contrats les plus importants. Jean-Pierre, vous êtes aussi le président de l'ENPA. Comment ça se passe à l'étranger? Donc, pour cette négociation. Je ne vais pas vous lister la situation des 26 autres États. Aujourd'hui, il y a, je crois, 4 pays qui ont transposé la directive. Et au-delà de la France, de mémoire, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie est presque au bord. Ailleurs, c'est beaucoup plus lent. Ils ne respectent pas le délai de 2 ans, c'est clair. Soit c'est devant le gouvernement, soit c'est au Parlement. Mais il y a encore que 4 pays au total qui ont transposé la directive. Et dans ces pays qui ont transposé la directive, ils n'ont pas tous vraiment engagé des négociations avec Google ou Facebook. Ce qui est sûr, c'est que Google et Facebook essayent en permanence, à la fois dans les pays où il y a déjà une loi et dans les autres, de négocier directement avec certains éditeurs pour diviser les éditeurs et essayer de fragiliser le marché. Bon. Donc évidemment, nous, à l'ENPA, donc l'Association européenne des éditeurs, on essaye de convaincre le plus possible les éditeurs de ne pas faire de négociations individuelles et d'attendre la loi et ensuite, si nécessaire, soit de faire une négociation collective, notamment dans les plus petits pays, ou des négociations par groupe. Mais aujourd'hui, la France est très clairement en avance, aussi bien puisqu'elle a la loi, mais aussi dans les négociations conduites avec les principales plateformes, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors c'est un avantage parce que quand même pour les éditeurs qu'on représente, on espère aboutir à quelque chose. C'est un inconvénient parce que c'est clair que Google a l'obsession, pour prendre l'exemple de Google, mais c'est vrai aussi de Facebook, de ne pas créer un précédent qui lui coûterait très cher dans le reste du monde. On parle en permanence avec nos confrères australiens, notamment, où ils ont eu une bataille homérique, comme vous savez, il y a quelques mois. Et il se passe en Europe exactement ce qui se passait en Australie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas donner des montants, fixer des montants de droits qui vont faire jurisprudence. Ils se disent, si en France, c'est le raisonnement, eux raisonnent exclusivement au niveau mondial. Il dit, si on vous donne 100 à vous, on donnera forcément 120 à l'Allemagne et au total, je dis n'importe quoi, 250 à l'Europe et 1000 au reste du monde. Donc, ce n'est pas possible. Voilà.
Donc c'est le raisonnement. Il faut bien savoir que le principe même du droit voisin, c'est-à-dire le principe même de rémunérer du contenu, est à l'inverse de la logique économique et du modèle économique de Google. Tout le modèle économique des plateformes, c'est précisément d'utiliser du contenu sans le payer. Et donc à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage et on leur dit non, maintenant c'est fini, il y a une directive, il y a une loi, vous ne pouvez plus continuer à utiliser du contenu sans payer, c'est évidemment très dangereux pour eux, parce que même si au début ils payent très très peu, ils ont admis le principe. Et ils se disent, oui, mais dans 3 ans, dans 5 ans, etc., si le business se développe, on va nous faire payer de plus en plus cher. Et c'est pour ça que dans un premier temps, ils étaient prêts quelque part à payer pour ne pas reconnaître le principe. Et c'est pour ça qu'ils ont tenté de nous dire, on est prêt à vous rémunérer pour Facebook News, pour Google News Showcase, et en gros, on est prêt à vous créer des petits jardins privés dans lesquels vous allez pouvoir mettre vos contenus, et puis on va vous payer pour ça, mais à ce moment-là, en revanche, vous renoncez à l'essentiel, vous renoncez à vos droits. Mais comme on est très gentil et qu'on aime beaucoup la presse et qu'on veut encourager le journalisme de qualité, on va vous créer des petits corners sur lesquels vous allez pouvoir afficher. Ils l'avaient fait depuis des années avec les fonds d'aide à la presse, etc. Voilà. Et donc, c'est ça leur position. Donc, le fait, effectivement, pour eux, en France, d'avoir à fixer des montants que nous tous, on souhaite significatifs, est pour eux très compliqué, parce qu'immédiatement, ils traduisent ça à l'échelle mondiale. Voilà. Donc, mais c'est comme ça, on est en première ligne. Nos confrères européens, évidemment, regardent d'extrêmement près ce qu'on fait, suivent, parce qu'ils se disent ce qui sera conclu en France, d'une manière ou d'une autre, ça va nous piloter. On aura à peu près le même sort. Donc on a une situation qui est assez touchy, assez compliquée, mais voilà. Mais en France, il y a eu aussi des accords individuels. Le Figaro, oui. Le Monde, l'AFP. Oui, alors on en a beaucoup parlé. Alors l'AFP, c'est un cas quand même un peu particulier, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une agence et qui est d'emblée à l'échelle mondiale. Pour ce qui est de ce qu'on appelait les accords particuliers, alors ça a fait un peu de mousse il y a quelque temps quand ils ont été signés par 3 confrères, tout compris quand même, c'est pas non plus le bout du monde, même si c'est important. En réalité, ils ont été réinscrits par Google dans la politique globale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas les rémunérations, mais ce qu'on sait, c'est que les rémunérations sur lesquelles Google s'est engagé avec nos confrères qui ont signé indépendamment, il n'y a pas un euro de plus que ce qu'ils auraient eu s'ils étaient restés dans l'accord global. Voilà. Donc, ils ont peut-être eu, comme on dit, un peu des akouskis par ailleurs, mais financièrement et juridiquement, Google n'a pas lâché un euro de plus ni une concession juridique de plus en signant des accords particuliers. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'impact sur la négociation pour nous. Enfin, le patron du Monde a quand même dit lui-même dans une audition à l'Assemblée nationale qu'il avait signé cet accord commercial, mais qu'il avait juste un petit problème, c'est qu'il ne savait pas quel était exactement le montant qui correspondait aux droits voisins, et que c'était une problématique pour lui parce qu'il y a une rémunération due aux journalistes et que donc il ne savait pas sur quelle assiette il fallait. Voilà, il touchait 100, mais sur les 100, il ne savait pas combien il devait partager avec les journalistes. Il n'avait pas l'intention que ce soit 100, il avait l'impression que ce soit qu'un petit bout. Et il avait signé, pour expliquer, avant la décision de juillet. Avant la décision. Et du coup, effectivement, le montant qui était fixé était un montant global sans distinguo entre la partie commerciale et la partie droit voisin. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'accord qu'il a signé est quelque part caduc sur ce plan-là et devra être forcément réécrit, faute de quoi il serait plus conforme à la loi. Mais c'est peut-être important de revenir sur cette stratégie qu'a avancée Google de produits commerciaux mis en avant. Donc il y en a 2. Il y a Subscribe with Google, donc c'est des apports d'abonnement avec une dépendance à la plateforme qui peut être un peu risquée. Mais moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est Google Showcase. Parce que Google Showcase, ça revient aux fondamentaux de Google. Google, c'est un acteur de l'Internet gratuit. Il ne fonctionne que quand c'est gratuit. Quand il y a des paywalls, quand c'est payant, quand il y a un blocage pour accéder au contenu, ça lui pose problème. Donc la proposition de Showcase, c'est de remettre en avant du contenu gratuit
Il y a même, on a récupéré des contrats, une obligation de produire au moins une fois par jour des contenus qui sont mis à disposition gratuitement de la communauté des utilisateurs de Google. C'est-à-dire qu'au moment même, ça fait déjà 3-4 ans ou 5 ans que vous avez eu plein de conférences ici où tous les éditeurs sont en train de rebasculer sur l'abonnement pour avoir 2 pieds, un pied rémunération publicité et gratuité et un pied rémunération abonnement. Là, Google essaye de casser la démarche en disant attendez, remettez quand même une pièce dans le gratuit parce que alors, ça pose aussi un autre problème, c'est qu'on construit une information à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il y aura de l'information qualitative certainement, mais un peu plus succincte, parce qu'il faudra bien pousser les gens quand même à continuer à s'abonner, qui sera à disposition gratuite. Je vais dire un gros mot, mais des plus pauvres, en tous les cas de ceux qui sont le moins prêts à payer pour de l'information. Et puis, il y aura de l'information plus qualitative, plus détaillée. Voilà, ce qui, en démocratie, pose quand même un sérieux problème. Donc, Google Showcase, je vois bien l'intérêt des éditeurs qui vont le signer, mais ça pose un vrai problème, et ça pose enfin un vrai problème de tête de gondole. C'est-à-dire que ces contenus pour lesquels Google va payer, il va évidemment être poussé à les mettre en avant, sur un critère qui n'est pas universel, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit les éditeurs avec qui il va signer avec Showcase. Il ne saisit pas, il n'offre pas Showcase à tout le monde. Il choisit un certain nombre d'éditeurs, et en plus il y a des obligations pour les éditeurs. On sait que des petits et moyens éditeurs ne pourront pas remplir ces obligations, parce qu'ils n'ont pas la force de frappe ni technique ni éditoriale forcément pour répondre à ces exigences. Et donc, ils vont créer des têtes de gondole où ils vont mettre en avant un certain contenu, des contenus avec les éditeurs avec qui ils auront signé, et il n'y aura pas de place pour les autres, ou en tout cas, là, il y aura beaucoup moins de visibilité pour les autres. C'est un des sujets, d'ailleurs, adressés par le DMA qui est sur les plateformes d'application, et on veut que ce soit étendu aux moteurs de recherche, une pluralité de visibilité pour la presse et pour l'ensemble des titres. Que ce ne soit pas réservé aux plus importants ou aux plus gros ou à ceux qui payent le plus, qui peuvent être les plus petits, mais qui dépensent le plus en publicité ou le plus en mise en avant. Absolument. Il est 13h, il va falloir qu'on conclue. C'est le principe de non-discrimination qu'on demande. Ce qui est intéressant dans la suite de ce qu'indiquait Laurent, c'est de voir ce qui se passe en Australie. En Australie, ils ont, c'est maintenant en fonction depuis plusieurs mois. Et j'avais la semaine dernière les confrères australiens qui me disaient, mais en fait, les éditeurs qui ont Showcase, on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément d'une rentabilité formidable, parce que il faut investir en éditorial, c'est clair. Hein, c'est du temps hommes et femmes qui travaillent là-dessus, ça ne s'alimente pas tout seul. Bon, il faut faire la sélection des contenus, etc. Et puis au fond, il n'y a pas tellement de gens qui l'utilisent. Et en réalité, ils sont un peu déçus par le taux d'utilisation, le taux de fréquentation de Showcase. Et donc ils disent en réalité, oui, on doit passer du temps, on a une rémunération, ok, garantie, mais on passe du temps, et puis finalement, à l'arrivée, c'est pas si formidable que ce qu'on pouvait imaginer en termes de promotion. Du coup, je me dis que si ce qui se passe en Australie se passe aussi en Europe, peut-être que ça fera aussi réfléchir Google, et ça peut peut-être faire rééquilibrer un peu le marché. Pour finir, juste en 10 secondes chacun, si on refait un débat dans un an sur les droits voisins, vous pensez qu'on aura déjà dépassé, on aura passé les accords, on aura dépassé tout ce stade en oui, non, Julie? Moi, c'est Joker. Là, Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on sera tous à pic comprise dans l'OGC. Peut-être pas pour toutes les plateformes. Probablement que ceux qui ont déjà négocié avec Google ou avec Facebook garderont ça en dehors de l'OGC. Mais pour le reste, on sera tous. Et on aura, à mon avis, signé des accords. Alors, peut-être pas avec Google, parce qu'il a la capacité de résister, mais on trouvera d'autres acteurs avec lesquels on signera d'ici là. Moi, je pense Joker complet, excusez-moi. Non, juste pour ajouter, je suis d'accord avec Laurent. Le cas particulier, le cas de Google est extrêmement particulier, mais l'OGC, effectivement, nous laisse penser qu'il y aura une normalisation de la situation, comme il y a d'ailleurs dans d'autres secteurs de la création intellectuelle ou culturelle. Moi, je crois qu'on a déjà signé avec Facebook. J'espère qu'on va aboutir à un accord avec Google. J'espère, je veux dire, j'essaye de mettre toute la confiance possible. Et pour le reste, je crois que ce sera un long combat. Voilà. On va pas régler le problème des droits voisins en un an. Il y a beaucoup d'autres plateformes, il y a beaucoup de boulot sur la table, et ce sera un long combat pour faire admettre
à ces géants de l'information et de la communication qu'il faut trouver un équilibre. Voilà. Et que c'est malsain, c'est gravissime pour la souveraineté des États, c'est gravissime pour l'équilibre social, pour le fonctionnement des sociétés démocratiques, d'avoir des sociétés supranationales qui ont une puissance telle qu'elles peuvent passer par-dessus toutes les législations, toutes les autorités démocratiquement élues, etc. Donc il y a un enjeu qui, au-delà de notre secteur industriel de la presse, au-delà de l'enjeu de l'information et de la liberté de l'information et de communication, pour lesquels on est, nous, en première ligne. C'est tout le fonctionnement de la société, parce que ce n'est pas simplement l'information, derrière c'est la même chose, on le voit pour l'immobilier, pour la banque, pour la santé, pour l'alimentation, etc. Google a technologiquement et financièrement les moyens de gouverner nos sociétés dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Financièrement et technologiquement, ils ont les moyens et ils savent faire. Donc la seule chose qu'on ait devant nous, c'est est-ce qu'on a la volonté politique de l'empêcher, donc de réguler, de laisser ces plateformes qui ont effectivement une capacité de rendre des services formidables, avec une efficacité formidable, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans le fonctionnement d'une société démocratique ou pas? Et ça dépend exclusivement d'une volonté politique à partager. Voilà. Donc, si on est un peu optimiste, on dit c'est pas mort. Si on est un peu moins optimiste, on a du souci à se faire. Mais l'enjeu, il est exactement là. Ce n'est pas un enjeu simplement de presse, c'est un enjeu démocratique et sociétal fondamental pour les quelques années qui viennent. Et dans 5 ans, la question du démantèlement se sera posée. Moi, je suis prêt à prendre les paris. C'est incontournable. Ils en ont déjà parlé pour Facebook aux États-Unis, effectivement. Merci à tous.